Alors bonjour Sarah, on te reçoit aujourd'hui sur la chaîne. J'ai voulu te recevoir en fait pour que tu nous parles un petit peu de l'Arménie. On a écouté parler dans l'actualité qu'il y avait un conflit en ce moment avec en l'occurrence l'Azerbaïdjan et on est beaucoup à entendre parler de ce conflit sans trop savoir en fait ce qu'il se passe en Arménie et sans trop comprendre en fait bien d'où vient ce conflit et puis je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Donc, j'avais envie de te recevoir parce que, à mon sens, tu peux nous aider à comprendre. Donc, déjà, si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'on Oui, bien sache d'où sûr. tu parles et qu'on comprenne pourquoi, justement, tu peux nous aider à comprendre ce qui se passe en Arménie. Alors déjà, Cyril, je te remercie d'avoir pensé à moi et d'avoir pensé surtout à l'Arménie, parce que c'est vrai que c'est un sujet préoccupant. Euh, Moi, je suis présidente d'une association humanitaire depuis 1 an et bénévole depuis 4 ans. Donc c'est l'association qui s'appelle Solidarité Arménie. Elle existe depuis 2018 et a été fondée par de jeunes Français et Arméniens pour œuvrer directement en Arménie, notamment près des familles qui vivent dans les zones rurales du pays, notamment les frontières. Et du coup, quand il y a eu la guerre en 2020, les missions se sont concentrées plutôt sur l'aide aux réfugiés d'Artsakh. Depuis, en fait, on œuvre là-bas avec plusieurs missions. Donc, on a ouvert un centre francophone. Là, actuellement, on est en train de construire un centre culturel. Chaque année, on organise un camp d'été, un camp de vacances pour les enfants qui n'ont pas la possibilité de sortir de leur village. On aide aussi avec tout ce qui va être du soin, des médicaments et tout ce qui va être aussi première nécessité, donc tout ce qui va être alimentaire, couverture, chauffage, bois, etc. J'ai aussi des origines arméniennes, ce qui fait que j'ai voulu d'autant plus m'engager auprès de cette association. D'accord. Déjà, merci pour la présentation. Alors, avant de s'intéresser au présent de l'Arménie et à ce qu'il s'y passe actuellement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu alors sans rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, nous donner un peu de perspective historique en ce qui concerne l'Arménie? Moi, je mettrais une carte là au montage, une carte géographique, que tout le monde sache bien où est l'Arménie, quels sont ses voisins au niveau des nations qui entourent l'Arménie. Et est-ce que tu peux nous donner un contexte historique dans les grandes lignes, la création de l'Arménie, Oui. donc voilà, la situation géopolitique actuelle. Donc voilà. Alors c'est vrai que depuis l'apparition du peuple arménien, qui est un peuple indo-européen, ces terres ont été constamment menacées par les empires voisins, donc que ce soit l'empire perse, l'empire ottoman ou même les Mongols. Ils ont toujours cherché à dominer en fait cette région qui est stratégique, puisque c'est un carrefour entre l'Asie, l'Europe et puis la Russie. Mais les Arméniens se sont toujours battus pour conserver leur culture et leurs terres. Euh, et aussi leur foi, puisque l'Arménie est le premier pays à avoir adopté le christianisme comme religion au IVe siècle. L'Empire perse a voulu les convertir de force, les Arméniens se sont battus, et au final, le roi perse a même abandonné l'idée et les a laissés vivre pleinement leur foi face à une bataille héroïque. Sous l'Empire romain, l'Arménie a connu son apogée puisque ses frontières allaient de la mer Caspienne à la mer Noire jusqu'à la mer Méditerranée. C'est pourquoi il y avait des millions d'Arméniens en fait pendant le génocide en Turquie, on va dire, puisque en fait avant c'était l'Arménie occidentale. 1915, hein, c'est ça le génocide Oui, c'est arménien. ça, en 1915. C'est pour ça voilà qu'il y avait autant d'Arméniens sur ces terres puisque c'était l'Arménie ancienne, donc ça s'appelait le royaume d'Arménie. C'était grâce au roi Tigrane le Grand. Il y a un livre qui en Euh, parle bien de ce génocide, si je peux le conseiller, comme on est sur une chaîne littéraire. Je trouve, je sais pas si tu le connais, c'est celui d'Elif Shafak, La bâtarde d'Istanbul, d'accord. qui parle des tensions justement entre les communautés arméniennes et turques
et les raisons de ces tensions. Voilà, c'est un livre que je conseille, une petite parenthèse. Est-ce que tu peux juste nous dire, du coup, quand a été créée l'Arménie? Parce que là, tu remontes très loin dans l'histoire, c'est un pays qui existe depuis longtemps finalement. Oui, 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 en fait, après, il n'y a pas forcément une date Ouais, précise, une mais date c'est vrai précise. que les Arméniens se disent descendants de Noé, D'accord. puisque dans la Bible, il est écrit que l'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat, et en fait, avant, l'Arménie s'appelait Urartu. Voilà. D'accord. Ensuite, après Je t'ai l'Empire coupé à l'Empire romain, romain. J'en étais à oui, l'Empire. voilà, c'est ça. Donc après ça, en 1453, il me semble, il y a la prise de Constantinople par l'Empire ottoman. Euh, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des Arméniens, mais il y a aussi les Grecs hein, qui ont beaucoup beaucoup souffert aussi. Hein. C'est à quasi équivalent puisqu'ils ont aussi perdu énormément de population et de terres. Donc les Arméniens bah, deviennent une minorité sur ces terres. Et puis commence là des massacres, en fait. En 1894, il y a à peu près 200 000 Arméniens qui sont massacrés, donc c'est le massacre des Hamidiens. Et puis ensuite, un petit peu avant le génocide arménien, il y a un deuxième massacre, c'est le massacre de Cilicie, où il y a environ 30 000 Arméniens qui sont massacrés. Et puis en 1915, le troisième massacre, donc qui est le génocide arménien avec 1,5 million, 500 000 morts. Génocide qui n'est toujours pas reconnu par les Turcs Voilà, et qui n'est toujours pas non, reconnu par nombre de pays dans le monde. non, non. Mais on y reviendra, je te questionnerai là-dessus. Je voulais juste rappeler, peut-être, tu confirmeras ou pas, mais entre tous ces massacres, en fait, il y a eu à chaque fois, de la part de l'Empire qui avait pris possession des terres arméniennes, sans arrêt des vexations et le fait de ramener les Arméniens à des sous-citoyens. Enfin, c'est anachronique le mot, c'était Oui, pas des oui, c'est ça. citoyens, mais Oui, oui. voilà, à une sous-population, quoi. Oui, oui, bah de toute façon, les Arméniens qui étaient sous l'Empire ottoman étaient soumis à la politique du Millet. Donc voilà, c'est en gros c'est une place inférieure dans la société, quoi. D'accord, ok, ok. Donc les survivants étaient voilà sous ce système et puis ou alors convertis de force. Il y avait des conversions de force, d'accord. Alors, je voulais savoir, du coup, pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu nous disais, et puis pour revenir un petit peu plus vers une histoire un peu plus récente, quels sont les principaux événements dans les, je sais pas, 150 dernières années, les événements historiques qui ont façonné les relations entre l'Arménie et ses voisins, notamment l'Azerbaïdjan, la Turquie, tu viens d'en parler un peu, mais quelle est l'histoire des relations entre justement, eh bien, l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Alors tout commence en 1920 quand l'Arménie tombe sous le contrôle soviétique. L'Arménie et puis bah, ses pays voisins. Alors je vais pas dire Azerbaïdjan puisque en fait, l'Azerbaïdjan existe que depuis la chute de l'Union soviétique. L'Azerbaïdjan, la République de l'Azerbaïdjan n'existait pas avant. Euh, Staline mène des purges et massacre aussi énormément d'Arméniens. Et puis, il applique une politique de diviser pour mieux régner. Voilà. Donc, en fait, il redéfinit les frontières dans le Caucase et il décide de rattacher deux régions arméniennes à l'Azerbaïdjan, donc la région du Nakhitchevan, qui est dans le sud-est, et la région d'Artsakh, qui est à l'ouest. Enfin, j'ai inversé, c'est plutôt l'Artsakh qui est à l'ouest et Nakhitchevan à l'est. Donc, voilà, il se met d'accord avec la Turquie, évidemment. Et en fait, le Nakhitchevan deviendra une région de l'Azerbaïdjan sous le contrôle de la Turquie, avec un traité, le traité de Kars. Et, euh, et c'est en fait Staline qui déclenche en fait toute voilà si je devais donner une personne on va dire fautive dans tout ce qui se passe depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, c'est Staline. Et voilà, encore aujourd'hui en fait son influence continue en fait de prospérer puisqu'il y a encore des conflits.
Donc, il redéfinit les frontières pour renforcer sa position stratégique et pour rester allié à l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan est riche en pétrole. Et donc ensuite, à la chute de l'URSS, donc l'Arménie proclame son indépendance, l'Azerbaïdjan aussi, qui était avant un empire russe, mais peuplé majoritairement de musulmans. Mais il y a aussi des Arméniens, du coup, qui sont en Azerbaïdjan actuel. Et là où, en fait, il y a eu la première guerre d'Artsakh en 91. Et ce qui a déclenché aussi cette guerre, c'est les pogroms qu'il y a eu en Azerbaïdjan contre les Arméniens. Il y a eu le pogrom de Sumgat. Et en fait, c'est suite à ces massacres que les Arméniens décident en gros de se défendre et de prendre les armes parce que bah, ils n'en peuvent plus qu'il y ait encore des Arméniens massacrés. Donc, ils décident de prendre les armes et de récupérer l'Artsakh. Donc, Alors c'était en 80. on a bien compris, pardonne-moi, qu'il y avait des conflits territoriaux dus eh bien, au découpage qu'avait fait Staline sous l'URSS et puis du coup des prises d'indépendance rapides à la chute de l'URSS. Est-ce que, par exemple, pour les Arméniens qui habitent au sein de l'Azerbaïdjan et qui sont maltraités comme tu viens de nous l'expliquer, est-ce qu'il y a une dimension religieuse en fait dans ces conflits? Oui, pour moi, il y en a clairement une. Pour moi, c'est et géopolitique et religieux. En fait, le but de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, c'est de relier leurs pays et de refonder, comme avant, l'Empire ottoman, mais aujourd'hui, ça s'appelle le panturquisme, en fait. C'est-à-dire, Donc, c'est quelque chose que je savais pas, c'est-à-dire que la Turquie participe à soutenir ah oui, l'Azerbaïdjan. bien D'accord, sûr. Parce qu'en fait, nous, on parle beaucoup d'Azerbaïdjan, mais sans la Turquie, l'Azerbaïdjan ne serait rien. d'accord. C'est la Turquie qui finance, c'est la Turquie qui dicte tout au président azerbaïdjanais. Et donc, eux, en fait, ils ont comme projet le panturquisme, donc c'est d'unifier tous les pays turcophones, euh, et pas que. Enfin voilà, il y a l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, des régions de la Russie, il va y avoir aussi des régions en Chine, mais il y a aussi également des pays du Balkan. D'accord. Voilà, ils ont déjà aussi un drapeau, une devise. Enfin voilà, c'est vraiment un projet qui menace l'équilibre géopolitique du Caucase et même jusqu'en Europe, puisqu'en fait ils veulent construire un corridor, donc une route de la soie en fait, de Bakou jusqu'en Turquie pour pouvoir ensuite exporter facilement en Europe. Et ça, c'est aussi une menace pour nous, Européens, avec la Grèce qui est en première ligne après, on va dire, l'Arménie. Mais l'Arménie, c'est, on va dire, un rempart à tout ça. Donc, c'est pour ça aussi que, bah, soit ils essayent d'attaquer l'Arménie, récupérer des terres, petit à petit, en fait, voilà, ils récupèrent comme ça un peu des terres. Parce qu'en fait, bah, aussi, l'Arménie, vu qu'elle est chrétienne, elle est forcément contre tout ça. Et donc, bah, eux, ça D'accord. leur Donc, pose un problème. ce qui se passe là-bas est en fait, en gros, l'impérialisme, la résurgence de l'impérialisme turc, voilà, qui essaye de placer ses pions contre l'Europe. Et Voilà, c'est ça. on a écouté parler récemment, pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas, on a écouté parler d'un conflit au Haut-Karabakh, en Arménie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il s'y passe? On a vu qu'il y avait eu, je crois, quelques morts quand même. Donc, Oui, c'est un conflit sérieux. il y a Voilà, si tu eu peux. à peu près 5000 morts, ouais. Ah oui, Donc, quand même. comme je le disais, en 91, les Arméniens récupèrent du coup bah, ces territoires. Et en 2020, en septembre 2020, donc l'Azerbaïdjan attaque à nouveau l'Artsakh dans le but bah, récupérer, enfin, de récupérer l'Artsakh en fait. C'est une L'Artsakh, région, l'Artsar, hein, c'est ça? oui, en fait, l'Artsakh, c'est une région de l'Arménie.
mais D'accord. qui est indépendante, parce que du coup, bah, après la chute de l'URSS, Mhm. euh, l'Artsakh a voulu aussi être indépendante, et du coup, ils sont aussi indépendants. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est vrai qu'ils n'étaient pas rattachés directement à l'Arménie après les années 90. Donc en fait, donc l'Azerbaïdjan lance une offensive en Artsakh. Il faut savoir que eux, bah, comme je disais, ils sont soutenus par la Turquie, euh, que c'était vraiment une guerre avec des armes, de la technologie vraiment moderne, avec des drones qu'ils ont achetés bah, aux Turcs et à Israël. Ils avaient aussi des bombes à sous-munitions, des bombes au phosphore blanc. Donc ça, c'est interdit par le Bon, droit ouais, qui sont interdites par le droit international. international, hein, on le rappelle. Ouais. Oui, oui, puis ça a des conséquences vraiment horribles, que ce soit les pertes humaines ou même tout ce qui va être la nature. Enfin, ça brûle vraiment absolument tout. Bah, quand tu es touché, toi, par du phosphore blanc, en fait, le phosphore rentre dans ta peau et il en ressort plus. En fait, ça continue en fait de te brûler, quoi. Mhm. C'est vraiment horrible. Donc cette attaque, elle dure 44 jours. Il faut savoir que l'armée d'Artsakh n'a pas été soutenue par l'armée d'Arménie. Pachinian n'a pas envoyé l'armée arménienne en Artsakh. Et en fait, avec l'armée de l'Artsakh, il y avait des jeunes Arméniens qui faisaient leur service militaire. Parce que malgré que le fait que l'Arménie ne reconnaissait pas l'indépendance de l'Artsakh, lorsque les jeunes faisaient leur service militaire, ils étaient souvent envoyés bah, dans une autre région que là où ils vivent, et ils pouvaient être envoyés aussi bah, en Artsakh. Donc en fait, ce sont aussi ces jeunes de 18 ans qui ont dû prendre les armes et se battre aux côtés des militaires de l'armée d'Artsakh. C'était, comme je disais, des petits jeunes de 18-20 ans qui, pour la plupart, tenaient pour la première fois une arme dans leurs mains. Ils sortaient de l'école, donc pas forcément, on va dire, des personnes entraînées ou formées. Euh, C'était vraiment dramatique. Donc les Azerbaïdjanais ont récupéré 2 tiers de l'Artsakh pendant cette attaque. Le 9 novembre, il y a eu un cessez-le-feu qui a été signé sous l'égide de la Russie, quand en fait les Azéris sont arrivés dans une autre ville que la capitale, mais qui est tout aussi importante pour les Arméniens, puisque c'est là où il y a une des plus grandes cathédrales arméniennes. Donc c'est la ville de Chouchi. Et une fois qu'en fait les Azéris sont arrivés dans cette ville et ont pris part des lieux, et notamment de cette cathédrale, ils ont été d'accord pour signer ce cessez-le-feu. Ensuite, en fait, ça a duré 3 ans, donc ça a duré entre 2020 et 2023. Ensuite, les Azerbaïdjanais ont attaqué, donc ça c'était en septembre 2022, il me semble. 2022. Euh, L'Azerbaïdjan en fait attaque cette fois-ci la République d'Arménie, donc toute sa frontière est, pendant plusieurs jours avec des petites escarmouches comme ça de temps en temps. Évidemment, nous on était en panique parce qu'on se dit ouais ça y est là il attaque vraiment l'Arménie et on ne sait pas ce qui va devenir. Pendant cette attaque, l'Arménie qui est membre de l'OTSC, donc c'est l'OTAN Caucase quoi. Il n'y a aucun allié qui est venu aider militairement l'Arménie. Donc la Russie n'est pas venue aider l'Arménie alors que normalement bah, c'est signé quoi. Si l'Arménie se fait attaquer, normalement ses alliés doivent venir l'aider. Donc là il y a personne qui est venu aider l'Arménie. Quelques mois plus tard, donc les Azerbaïdjanais entreprennent un blocus. En fait, ils encerclent la ville qui est restée sous contrôle arménienne. Donc, la capitale, en fait, Stepanakert. Donc là, il restait vraiment, bah, on va dire, un tiers de l'Artsakh, avec à peu près 120 000 Arméniens. Et en fait, bah, ils les encerclent et ils coupent pendant 9 mois la seule route bah, qui relie l'Arménie à cette ville.
à Stepanakert, la capitale de l'Artsakh. Donc ça entraîne une crise humanitaire énorme, puisqu'en fait, bah, les Arméniens d'Artsakh sont extrêmement dépendants de l'Arménie, que ce soit pour faire leur achat, que ce soit pour tout ce qui va être les hôpitaux, tout ce qui va être médical, santé, parce que là-bas, c'est une région, voilà, on y vit, on cultive la terre, mais après, il n'y a pas de grosses infrastructures comme il peut y avoir en Arménie. Donc les gens commencent à mourir de faim, ils doivent se rationner avec des coupons alimentaires. Les Azéris s'amusent à couper l'électricité et le gaz, donc ça c'était en plein hiver. Donc on a vu parfois des situations vraiment extrêmes avec des mamans avec leurs bébés qui avaient pas de quoi manger, pas de gaz, enfin vraiment rien du tout, plus rien. Il y a même une personne qui est décédée, je pense. Il me semble que c'était une personne de malnutrition. Il y a des femmes bah, qui étaient enceintes et qui ont accouché dans des conditions extrêmes. Il y avait plus d'essence. Du coup, les voitures, voilà, ils ne pouvaient plus circuler. Enfin, voilà, c'était vraiment 9 mois de souffrance. Voilà, c'était une prison à ciel ouvert, en fait, pour les Arméniens restants, les survivants restants. Et puis, au bout de 9 mois, en septembre 2023, l'Azerbaïdjan attaque cette ville pendant 24 heures. Et là, bah, les Arméniens n'ont pas d'autre choix bah, que de laisser, que de lâcher les armes et de fuir, quoi, en fait. Donc, du coup, il y a 120 000 Arméniens qui prennent la route à pied, parce que du coup, bah, là, l'Azerbaïdjan a ouvert du coup, cette route. Et il y a 120 000 Arméniens qui viennent à pied de Stepanakert, la capitale, en Arménie, dans le sud de l'Arménie, à Goris. Et puis je voudrais aussi, juste en parlant de cette route qui était fermée, il faut savoir que de temps en temps, la Croix-Rouge pouvait passer pour récupérer des Arméniens qui étaient dans des situations vraiment extrêmes et qui avaient vraiment besoin de soins. Alors il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu un notamment qui devait rejoindre l'Arménie. Donc, hein, je dis bien que c'était avec un véhicule de la Croix-Rouge. Donc, c'est bien écrit sur le véhicule que c'est la Croix-Rouge. Et en fait, cette personne a été enlevée par cette personne. C'est un papy, hein, il a 70 ans. Il a été enlevé par l'armée azerbaïdjanaise. Et depuis, il est emprisonné en Azerbaïdjan. Il y a eu un faux procès. Voilà, il le condamne à de fausses accusations, évidemment. Et ce papy bah, donc, va passer le reste de sa vie en prison en Azerbaïdjan. Voilà. Alors Voilà pour on la écoute guerre. beaucoup parler du conflit israélo-palestinien, c'est sans rapport évidemment, mais je fais un parallèle quand même parce que là, ce qui se passe et ce que tu nous racontes, c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent. Ça se passe aux portes de l'Europe, euh, même en Europe, on peut dire. Et, euh, et du coup, il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'émotions en fait dans la communauté internationale. Et donc, bah, ma question, c'est en fait, depuis, quelles ont été les réactions alors de votre allié historique, la Russie, mais quelles ont été les réactions des pays occidentaux? Est-ce qu'ils donnent un coup de main? Est-ce qu'ils font quelque chose? Parce on ne parle pas beaucoup de ce sujet et finalement on voit pas beaucoup de déclarations en fait de nos dirigeants nous indiquant qu'ils vont porter une aide à l'Arménie. Alors, bah, la Russie, comme je le disais, n'a pas du tout aidé l'Arménie. Et c'est aussi pour ça que l'Arménie est en train de s'éloigner progressivement de la Russie et elle est en train de chercher de l'aide plutôt bah, en Europe et aux États-Unis. Et c'est là aussi que rentre en jeu, on va dire, la diaspora arménienne, parce qu'il y a beaucoup d'Arméniens bah, en France et aux États-Unis. En France, elle est la plus grande diaspora d'Europe, avec à peu près 500 000 Français d'origine arménienne. Et c'est vrai que moi, de mon point de vue, et même voilà, quand je vois les infos ou quand je suis en Arménie, pour moi, c'est les États-Unis et la France qui continuent d'aider l'Arménie aujourd'hui. Quand il y a eu le blocus, la France a envoyé des camions d'aide humanitaire avec énormément de nourriture
Bon, évidemment, malheureusement, les camions n'ont pas pu franchir la route qui était bloquée par les Azéris, mais au moins, voilà, la France a fait quelque chose. Depuis la fin de ce conflit, la France et l'Arménie ont signé des contrats d'armement. Voilà, donc ils sont en plein dedans là en ce moment. Et je sais qu'il y a des formations auprès des soldats arméniens pour apprendre à se servir des armes, de l'équipement français. D'accord. Et après, je sais qu'il y a aussi beaucoup les États-Unis qui aident au niveau économique et diplomatique. Mais après, c'est vrai que j'en sais un peu moins. D'accord. Et justement, en parlant des aides militaires et économiques de la France et des États-Unis, est-ce que l'Arménie a des difficultés au niveau économique et puis au niveau aussi de la puissance de son armée? Parce qu'on a bien compris que l'Arménie hésitait quand même à répondre à l'Azerbaïdjan et c'est, j'imagine, parce qu'elle n'a pas peut-être la puissance de répondre de manière efficiente et efficace. Ah oui, oui, bah ça c'est sûr. En fait, le souci il vient en fait après l'Arménie soviétique et son passé communiste, puisque en fait l'Arménie dépendait économiquement de la Russie. Et avec la chute de l'Union soviétique, ça a été vraiment une crise économique en Arménie dans les années 90, avec notamment beaucoup d'infrastructures qui ont dû fermer et notamment beaucoup d'usines. Donc, ce qui a amené aussi le chômage, la pauvreté, enfin, voilà, et beaucoup d'émigration. Il y a beaucoup d'Arméniens qui partent soit vivre ou soit travailler en Europe ou en Russie ou aux États-Unis, par exemple. D'accord. Et c'est vrai que l'Arménie, depuis son indépendance, elle n'a pas spécialement mis un budget conséquent dans son armée, puisque les Arméniens se battaient avec des armes soviétiques Ouais. contre des drones israéliens, quoi. Ils ont Après, c'est vrai que perdu. si le pays est en crise, c'est pas facile non plus de mettre de l'argent dans. J'imagine il y a d'autres priorités. C'est ça. Bah, c'est ça. Et puis en même temps, il y a ce fameux dicton qui dit qui veut la paix prépare la guerre, quoi. Mm. C'est Donc vrai. bon, s'il faut faire un choix, autant. Enfin, après, c'est mon point de vue Je comprends. personnel, mais bon, en sachant qu'il y a tous ces pays hostiles autour, Mais moi c'est j'ai ça, du quand on mal un regarde peu. l'Arménie, elle est entourée de pays musulmans, pardonne-moi de te couper. Et c'est pour ça que je t'ai posé tout à l'heure la question des tensions religieuses, parce que bah, c'est vrai qu'un petit pays chrétien entouré de pays musulmans, ça peut irriter en fait cet environnement. C'est ça, D'accord. complètement. Alors, tu nous parlais de la diaspora arménienne, justement, et effectivement, c'est l'une des plus importantes du monde, je regardais tout à l'heure. Est-ce que la diaspora arménienne joue un rôle dans le développement économique de l'Arménie? Est-ce qu'il y a une aide apportée par la diaspora, par Ah, les bah, diasporas? oui, oui, bah, complètement. En fait, le rôle de la diaspora, c'est vraiment un rôle clé dans l'économie du pays. Je pense que sans la diaspora et ses investissements en Arménie, l'Arménie serait vraiment dans une crise économique encore plus catastrophique qu'elle ne l'est déjà. Oui, oui, on peut dire que c'est grâce à la diaspora que l'Arménie survit aujourd'hui. Ça, c'est clair. Euh, et puis, la diaspora, elle joue aussi un grand rôle aussi dans les pays dans lesquels elle vit, donc que ce soit en France ou aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup d'infrastructures arméniennes où les gens peuvent continuer à développer la culture de l'Arménie, la danse arménienne, tout ce qui va être aussi la gastronomie arménienne, la musique aussi. Je pense en France, dans n'importe quelle grande ville de France, vous trouverez une église, une école, une association, un centre culturel. Enfin, il y a vraiment de tout. D'accord. Donc la diaspora participe aussi au rayonnement culturel de l'Arménie en Oui. Europe et peut-être dans le monde entier. Je voulais savoir quel est le système politique de l'Arménie pour ceux comme moi qui ne connaissent pas. Est-ce qu'on est sur un système démocratique Oui, complètement. Bah, c'est une république voilà, démocratique, parlementaire. Et en fait, c'est le Premier ministre qui détient l'essentiel des pouvoirs exécutifs.
C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler du Premier ministre Nicole Pachinian et qu'on n'entend pas beaucoup parler du président arménien. D'accord. Quel est l'impact, alors ça, je l'ai appris avec toi dans un entretien qu'on a eu juste avant cette vidéo. L'Arménie, en fait, a une religion chrétienne, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais c'est l'Église apostolique arménienne, donc c'est un christianisme particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est comme religion, ou en tout cas quelle est la différence, par exemple, avec le catholicisme qui nous est ici en France peut-être plus familier, et quel impact surtout eh bien la religion a sur l'Arménie, en fait? D'accord. Alors oui, en fait, les Arméniens sont apostoliques. C'est une branche, on va dire, orthodoxe, mais voilà, c'est comme je le disais au début de la vidéo, en fait, l'Arménie, c'est le premier pays à avoir adopté le christianisme. Donc, qui dit christianisme et Bible dit Nouveau Testament. Et en fait, bah, le Nouveau Testament, il a été écrit par les apôtres, dont le nom apostolique, en fait. Parce qu'à D'accord. à ce moment-là, bon, voilà, il n'y avait pas, enfin, autour des Arméniens, il n'y avait pas forcément bah, le catholicisme ou l'orthodoxie, etc. Donc, ils ont choisi ce nom apostolique, donc ils croient à la parole des apôtres. Des apôtres. D'accord. Après, c'est vrai, en parlant de catholique ou de orthodoxe, il n'y a pas de grande différence. Moi qui ai aussi participé à des messes traditionnelles chez les catholiques, je sais pas, on va dire à 90 ou 95%, c'est la même chose. Voilà, il y a Ouais. pas, il y a des petites choses qui différencient au niveau des dates ou Qui par sont rapport peut-être à. plus d'ordre culturel que strictement Oui, religieux. voilà. Oui, Hmm. voilà, c'est ça. Mais sinon, il y a pas une grande différence. Et puis, il y a aussi des Arméniens qui sont catholiques, hein. Hmm. Euh, voilà. Et puis, bah, sinon, sur le rôle de l'Église, bah, elle joue un rôle vraiment central hein, dans la société et dans la vie des Arméniens. Et puis, les membres de l'Église arménienne ont aussi leur place dans les débats politiques, sociétaux, et elle influence aussi beaucoup les Arméniens. Et c'est vraiment un symbole de l'identité arménienne, puisque un Arménien ne peut pas être, ne peut pas ne pas être chrétien, en fait, Mhm. apostolique. Voilà, D'accord. ça va de pair, en fait. Tu peux dire que tu es arménien, c'est comme si tu disais, bah, je suis chrétien, en fait. C'est pareil. Il y a une question, en disant ça, tu fais émerger une question qui n'était pas forcément prévue. Si tu peux pas y répondre, c'est pas grave. Mais c'est le fait, tu sais, que les civilisations sont souvent adossées sur des religions. Et dans ces conflits auxquels est soumis l'Arménie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a peut-être quelque chose de civilisationnel aussi? C'est-à-dire au sens où, bien, autour de l'Arménie, c'est-à-dire que l'Arménie ressemble beaucoup à la France, en fait, comme tu nous l'as décrit. C'est un peuple, on pourrait presque dire, d'ailleurs, vous le dites peut-être, c'est un peuple occidental, c'est un peuple qui nous ressemble, c'est un peuple frère. Oui, Contrairement à tous les pays qui sont autour de l'Arménie et qui sont peut-être d'une civilisation différente. Est-ce que c'est une analyse qui est juste, selon toi? ah bah pour moi, oui, complètement. Euh, Comme je le disais, les Arméniens, c'est un peuple indo-européen, avec une linguistique indo-européenne également. Il y a beaucoup d'Arméniens qui ressemblent à des Européens. Alors c'est vrai qu'il y en a d'autres ou pas du tout, mais c'est aussi le fait bah, de tous ces changements de territoire et de toutes ces invasions. Euh, voilà, moi je sais que quand je vais en Arménie, bah, il y a certains Arméniens qui me disent bah, tu ressembles aux Arméniens d'avant avec la peau blanche et les yeux bleus. Et j'avais d'ailleurs découvert que toutes les personnes qui ont les yeux bleus, c'est forcément des Européens. C'est un gène en fait européen, contrairement aux yeux marrons, aux yeux verts. Donc si on a les yeux bleus, c'est qu'on est forcément européen. Et je peux D'accord. vous dire que j'en ai croisé à l'appel des gens aux yeux bleus en Arménie. Donc c'est vrai, à chaque fois que je les vois, je me dis non, non, ils sont européens, ça c'est sûr. Et puis oui, et puis il y a beaucoup il y a au niveau de la culture, au niveau de, voilà, de la ressemblance physique, la religion, il y a vraiment énormément de similitudes. Et c'est sûr que l'Arménie ressemble plus à la France que à l'Iran ou Ou à la l'Azerbaïdjan, Turquie ou peut-être. à l'Azerbaïdjan.
Ah oui, oui, non, mais ça, ça, c'est sûr. Alors pour aller dans les perspectives d'avenir, quels sont selon toi les principaux objectifs de la politique étrangère de l'Arménie pour les prochaines années? C'est-à-dire que là, quand on va en Arménie, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire à quoi aspirent les Arméniens? Évidemment à la paix, mais est-ce qu'ils ont un plan pour cela? Est-ce qu'ils ont voilà, comment comment voient-ils l'avenir en fait au niveau politique et géopolitique? Comment Oui. sortir de ce conflit? Comment se protéger? Voilà. Alors, c'est difficile de répondre parce que je peux pas répondre pour le peuple arménien puisque tous ne sont pas d'accord entre eux. Mais je peux donner une réponse par rapport à la politique actuelle et par rapport à ce que le Premier ministre fait. Mais voilà, je veux bien qu'on différencie ce que le Premier ministre fait du peuple arménien qui n'est pas forcément d'accord. Mais en tout cas, actuellement, le Premier ministre arménien veut se rattacher à l'Union européenne. Donc là, il vient de faire une demande pour intégrer l'Union européenne. Et comme je le disais, bah, il se rapproche aussi des États-Unis. Voilà, il essaye de stabiliser ses relations avec l'Azerbaïdjan en donnant, bah, comme on disait, les, des villages frontaliers, parce que là, l'Azerbaïdjan, après la guerre, a exigé des villages arméniens en République d'Arménie, donc la région du Tavouche, euh, dans le nord-est. Et donc, bah, pour rentrer dans des négociations de paix avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie a donné ce territoire. C'est ces Euh, fameux 4 villages qui ont été donnés, c'est ça? oui, c'est ça. Oui, c'est D'accord. ça. C'est sûr que ça remet en question la souveraineté de l'Arménie et menace son territoire. Mais voilà, le Premier ministre arménien a préféré donner puisque bah, l'Azerbaïdjan menaçait encore une fois de guerre. Mais il faut savoir que des milliers de personnes, mais des milliers de même, je sais pas combien de personnes étaient dans les rues pendant plusieurs jours, notamment avec des prêtres, parce qu'il était vraiment contre cette décision et qu'ils auraient préféré prendre les armes et se battre. Mais voilà, c'est un sujet vraiment épineux. Enfin, c'est compliqué parce que Encore une fois, pour faire... lui, Vas-y, pardon, terminé. non, mais en fait, ce que je disais, c'est que Pachinian, lui, à chaque fois, il dit, vous aurez préféré quoi, qu'on fasse la guerre et que je donne pas les territoires. Et puis, tu as certaines personnes du peuple, voilà, du peuple arménien qui préfèrent mourir en fait au front et ne pas donner, céder les terres à l'ennemi. Ouais. Donc après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, nous, à chaque fois, on se dit, bah ok, donc à chaque fois, l'Azerbaïdjan va exiger des terres et par peur des menaces d'une nouvelle attaque, on va leur donner en fait. Donc à chaque fois, on fait des concessions sur des territoires et au final, l'Arménie, elle va ressembler à quoi en fait? Parce que en Azerbaïdjan, dans les informations, dans les nouvelles à la télé, parfois ils montrent la carte d'Arménie turquifiée, quoi, avec des noms turcs. Hmm. Donc ça fait extrêmement peur. Ben, c'est ça, c'est le parallèle que j'allais faire et je fais encore un parallèle avec l'actualité parce que j'ai l'impression que des fois l'actualité à la télé, et je pense qu'on est nombreux à le voir, c'est un petit peu un spectacle où on essaye de diriger notre attention ou nos décisions et on voit quand même beaucoup qu'on parle en Ukraine à raison d'une violation d'un territoire souverain. On fait la même chose pour le conflit israélo-palestinien à raison. Alors je rentre pas dans comment dire dans le fond des conflits, hein, des conflits Mm. russo-ukrainien ou israélo-palestinien, mais il s'agit de dire que ces deux conflits, on en parle beaucoup. Or là, ce que tu nous racontes, c'est tout simplement l'Azerbaïdjan, pardon, qui viole la souveraineté arménienne. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins d'émotions dans la communauté européenne, beaucoup moins d'émotions dans la communauté internationale. Et c'est quand même important de le dire, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan viole régulièrement le territoire, la souveraineté du territoire arménien et lui fait du chantage, hein, d'après ce que tu nous expliques. Oui, oui, c'est ça. Et puis en fait, c'est vrai que on l'a pas encore, on en a pas encore parlé, mais l'Azerbaïdjan, bah du coup, a énormément de pétrole et donc du gaz, et en fait exporte son gaz en Europe.
depuis d'ailleurs le conflit. L'Union européenne a signé un contrat gazier avec l'Azerbaïdjan, puisqu'ils ont boycotté la Russie, parce qu'avant c'était la Russie qui importait son gaz en Occident. Donc en fait, bah, les Européens, en soutien à l'Ukraine, ont décidé du coup d'acheter son gaz bah, finalement à l'Azerbaïdjan et non plus à la Russie. Sauf que ce qui est vraiment très drôle dans cette histoire, c'est que l'Azerbaïdjan n'a pas les moyens de fournir l'Union européenne. Il n'a pas assez de ressources. Donc en fait, l'Azerbaïdjan achète du gaz à la Russie, qu'il revend ensuite sous son label à l'Union européenne. Ben, c'est Et ça, c'est là. c'est pour ça que l'Union européenne reste plus ou moins, on va dire, silencieuse face à tout ça, parce qu'après, derrière, il y a des enjeux stratégiques et économiques. Ben, c'est là où je voulais en venir. Je voulais pas t'y mener exprès, mais c'est vrai que c'est là où je voulais en venir. C'est que finalement, l'Europe, en tout cas la communauté européenne, en tant que structure, est quand même assez hypocrite parce qu'elle nous explique à coup de renforts de grands superlatifs moraux que finalement on arrête de prendre du gaz aux Russes parce qu'ils ont violé la souveraineté nationale ukrainienne. Mais quand l'Azerbaïdjan viole la souveraineté nationale arménienne, finalement, on a l'impression que c'est moins grave quand même, parce que là, voilà, on fait pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on voit ici qu'il y a des intérêts, de gros intérêts financiers, géostratégiques et géopolitiques. Et c'est vrai que ben l'Occident se décrédibilise, je trouve en tout cas de mon point de vue, l'Occident perd en crédibilité quand il nous sort des grands discours moraux et que eh bien finalement on s'aperçoit là au vu de ce que tu nous dis que eh bien c'est à géométrie variable comme il est fait souvent reproche à l'Occident et je trouve à raison encore une fois. Écoute, on a bien compris où en était l'Arménie aujourd'hui grâce à toi. J'avais une dernière question pour conclure. Du coup, bah, quel message tu aimerais adresser à la communauté internationale concernant l'Arménie et concernant son futur? Ton association, parce que tu as une association et je mettrai tous les liens en description pour ceux qui veulent aller voir, qui veulent participer financièrement, qui veulent soutenir ou bien aller voir ton travail tout simplement. Et en fait, à quoi vous aspirez avec cette association? Euh, à quoi aspire l'Arménie? Tu nous en as parlé déjà un petit peu, mais du coup, voilà, quel message adresser à la communauté internationale? Quelles sont les aspirations de l'Arménie en fait? Bah, moi, personnellement, déjà, je dirais d'aller visiter l'Arménie parce que c'est vraiment un pays magnifique. Alors oui, désolé, il n'y a pas la mer, on l'a perdu. Mais il y a autre chose à visiter que la mer. Il y a des montagnes, des paysages vraiment magnifiques. L'Arménie, c'est montagneux, c'est vraiment très, très, très beau avec des lacs. On peut aller faire du ski aussi. Chaque région arménienne est différente. Donc, il va y avoir une région, bah, la région du Tavouche notamment, ou en tout cas à côté aussi, qui est plutôt très vert avec énormément de forêts, d'arbres, fruitiers. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ils appellent ça la petite Suisse. C'est vraiment très très joli. Il y a voilà plusieurs régions. En fait, chaque région est différente l'une de l'autre. Voilà, en quelques heures, on a l'impression d'être dans un pays complètement différent. C'est un pays bah, qui est riche d'histoire, de culture. Donc déjà, pour aider l'Arménie et soutenir, je pense, les Arméniens, j'inviterais les gens à aller visiter au moins une fois l'Arménie. Et d'ailleurs, à m'écrire si jamais vous voulez partir en Arménie et vous avez besoin d'aide sur place, si je peux aider et être même sur place, assez avec plaisir. Il faut savoir que l'hospitalité arménienne, je pense qu'elle n'existe nulle part autre que chez eux. Enfin, vraiment, je pense que c'est eux qui ont inventé l'hospitalité, en fait. C'est incroyable, c'est des grandes tablées. Les Arméniens sont extrêmement généreux, ils adorent recevoir. En Arménie, on prend pas rendez-vous pour voir quelqu'un, on ouvre la porte, on prend un café, on discute. C'est vraiment, on est déconnecté du monde moderne en fait. Ils ont vraiment gardé des valeurs et des traditions anciennes qui sont évidemment mêlées un peu au monde moderne,
Mais quand on est là-bas, on se ressource en fait, ça fait vraiment du bien. Et puis, bah, comme tu disais, bah, j'invite également les personnes à donner, à soutenir les associations et les ONG qui sont sur place. Voilà, que ce soit sur de projets, des projets humanitaires, culturels, pour aider les conditions de vie des Arméniens sur place. Nous, comme je disais, bah, on a déjà créé des centres culturels, un centre francophone. Là, actuellement, depuis plusieurs mois, on est en train de créer un centre culturel avec d'autres associations, en partenariat avec d'autres associations. Euh, et là, on va diffuser un documentaire. Donc, en fait, pendant notre mission l'année dernière, pendant le camp d'été, on a réalisé un documentaire inédit, puisque c'est un documentaire qui donne la parole à de jeunes Arméniens et qui nous donnent leur point de vue et comment ils ont vécu les attaques, en fait, les récentes attaques et comment ça a impacté leur quotidien. C'est vrai que nous, on a l'habitude de voir des documentaires qui sont axés sur la guerre, mais en voyant bah, que des soldats ou on va dire des adultes. On n'a pas l'habitude de voir des enfants témoigner. Ça a été très difficile. J'ai dû faire parfois la traduction. Et ça a été vraiment voilà un moment très émouvant et très difficile parce que bon, c'est déjà émouvant quand on entend des adultes parler de guerre et du sort qu'ils subissent. Mais je peux vous dire que quand c'est des jeunes enfants de 14 15 ans qui vous racontent tout ça, c'est vraiment poignant. Donc, je vous invite à venir à l'avant-première de notre documentaire qui se déroulera à Paris le 22 mars à 19 heures. Donc, il y a vraiment toutes les informations sur le site internet. Et puis, jusqu'à la fin de l'année, chaque mois, on va visiter une ville en France et diffuser le reportage dans chaque ville. Ce reportage, il donne aussi la parole à un prêtre, à un volontaire de guerre et aux membres de l'association. Il revient un petit peu aussi sur le génocide. On y voit bah, justement les paysages magnifiques de l'Arménie. Donc, si vous savez pas encore si vous voulez aller en Arménie ou pas, en voyant ce documentaire, je pense que vous aurez la réponse. Et puis voilà, cet été, on va refaire, bah, comme chaque année, le camp d'été. Donc, on a besoin bah, évidemment de dons pour pouvoir mener à bien ce projet. Et puis, en septembre, malheureusement, ça sera les 5 ans de la guerre d'Artsakh. Donc, moi, je vais mener une nouvelle mission. Donc, je vais sortir un t-shirt qui sera au profit, la vente, en tout cas, la vente et les bénéfices seront au profit des blessés de guerre. Et j'irai cette fois-ci en décembre à Noël leur apporter des sous, parce que souvent, en fait, ils n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, parce s'ils habitent loin. Parce qu'en fait, il y a vraiment une différence entre ceux qui habitent à la capitale, à Yerevan, et ceux qui habitent vraiment dans les régions autour, où c'est en 1 heure, on est complètement dépaysé, et ils n'ont pas forcément les moyens d'aller régulièrement à l'hôpital. Donc, cet argent peut aider ces blessés de guerre à aller faire leurs opérations, leurs consultations à l'hôpital de Yerevan. Voilà. Donc, je vous invite également bah, à nous suivre sur les réseaux sociaux et s'il y a des questions, ou que ce soit enfin, pour n'importe quoi, sur l'Arménie, sur l'association, voilà, je suis complètement disponible pour répondre. Eh ben, écoute, Sarah, merci pour ta disponibilité. Merci pour Merci cet à toi. effort pédagogique que tu as fait pour nous. Et puis, eh ben, évidemment, je mettrai tous les liens en description vers tes réseaux, vers ton association, pour évidemment rediriger toutes les personnes qui sont intéressées par le soutien de l'Arménie, par les voyages en Arménie, par le film que tu vas diffuser. À mon avis, ce documentaire doit être vraiment très émouvant. Et honnêtement, moi, ça m'intéresserait de le voir, mais on verra Bah, ça t'inquiète, Cyril. sans problème. Avec plaisir. Eh ben, en tout cas, c'est très gentil à toi d'avoir été disponible. Et puis, encore une fois, merci d'avoir parlé de l'Arménie et on soutient tous l'Arménie dans les difficultés qu'elle traverse actuellement. Merci à toi. Merci, merci Cyril.